Les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 du LCF Talk. Tout d'abord, je suis hyper heureux d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Petite précision, c'est donc l'épisode 1. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois. C'est le premier épisode que j'enregistre et j'espère d'une belle série. Et du coup, je dois prendre en main un petit peu le matériel, le fait de parler seul à la caméra et au micro. Pourquoi le LCF Talk? Pourquoi un nouveau podcast ou pourquoi une nouvelle émission si vous nous regardez avec la vidéo? Disons que moi je suis plutôt un grand fan de podcasts, j'en ai écouté beaucoup. C'est un format qui est assez inspirant et qui est hyper intéressant pour créer, disons, une petite relation entre moi et mon auditoire. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que ça fait quand même très prétentieux. Toujours est-il que je communique pas mal sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, YouTube un petit peu, etc. Également beaucoup sur mon site internet Low Carb Frenchy par le biais d'articles. Cela dit, je trouve que le podcast audio, c'est un super moyen d'échanger avec vous. Et mon idée, c'est de partager avec vous pas mal d'astuces et de conseils sur la performance en mode cétogène, parce que c'est vraiment ce qui m'anime et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus et que je pense qu'avec mon expérience sportive, je peux vous apporter quelques conseils, quelques astuces intéressants. Après, je prends également ce format comme un format qui peut être long et qui peut me permettre d'aborder des sujets de façon, comme je le disais, assez approfondie. Pour creuser quelques sujets, il pourra y avoir des séries sur plusieurs épisodes, etc. Donc voilà, ça c'est un épisode pilote. Il y aura peut-être quelques petits couacs ou quelques petits moments un petit peu, un petit peu hasardeux parce que c'est un peu la prise en main. C'est l'épisode 1 ou l'épisode 0 comme on l'entend. Mais voilà, je suis hyper heureux que vous m'ayez rejoint pour écouter cet épisode aujourd'hui. Le FCL Talk, du coup, ça sera quoi? Ça sera à la fois des conseils sur le sport en régime cétogène, à la fois des retours d'expérience sur les courses auxquelles je participe, sur les courses que je prépare, sur mon entraînement, toutes ces choses-là. Et je me demande si ça vaudrait pas également le coup d'avoir une petite capsule interview où là je pourrais faire parler des athlètes qui m'inspirent, des athlètes qui sont en mode cétogène, parce que si vous ne le savez pas encore, si vous me découvrez aujourd'hui, j'ai créé le Fat Burners Club, c'est le groupe des brûleurs de gras en français. Et parce que j'accompagne les sportifs qui sont en mode cétogène et qui ont désiré changer d'alimentation pour une alimentation cétogène ou low carb et qui souhaitent également avoir accès à une communauté et à des groupes privés que j'anime un petit peu chaque semaine et sur lequel on partage pas mal de questions-réponses, on se motive, on a des retours de course, etc. Du coup, je me demande si ça vaudrait pas le coup d'interviewer des membres de cette communauté pour avoir leur rapport au cétogène, pour savoir quelles ont été leurs difficultés, quels ont été les bénéfices qu'ils ont retirés de cette alimentation, leur expérience pour qu'ils les partagent au plus grand nombre. Je pense que ça pourrait être vraiment hyper cool. Donc voilà, bienvenue sur le LCF Podcast, épisode 0. Et la question que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi faire de l'ultra trail en mode cétogène ou en mode low carb? Quel intérêt à cela? Pourquoi j'ai décidé de faire l'épisode 0 ou l'épisode 1 sur ce sujet-là? C'est parce que j'enregistre cet épisode le 21 juin et dans un mois, je serai personnellement au départ de l'UT4M. L'UT4M, c'est quoi? C'est l'Ultra Tour des 4 massifs, 170 km autour de Grenoble, en passant par les 4 massifs qui sont le Vercors, Taillefer, Beldon, et on va finir par la Chartreuse.
Pour faire très rapidement, je pense qu'on pourra faire un épisode là-dessus, mais je suis absolument pas entraîné en trail. Je ne suis absolument pas entraîné pour des efforts en montagne, et pour autant, dans un mois, j'ai l'UT4M, donc grosse dose de stress malgré tout. Pour faire très rapidement, j'ai commencé le sport quand j'étais étudiant à Grenoble par la course à pied sur route. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait courir en montagne, parce que à l'époque, je savais pas du tout que le trail existait. C'était il y a 8 ans environ. Et en fait, un an après avoir découvert que le trail était une pratique qui était possible, qu'il y avait des personnes qui couraient en montagne en montant et en descendant les cols sur les sentiers, et ben en fait, j'ai déménagé à Lille, et ça fait 7 ans donc que j'habite à Lille. Et aujourd'hui, je vous dis que je ne m'entraîne pas du tout en trail, parce que tout simplement à Lille, c'est compliqué, c'est très compliqué de faire du dénivelé. Il y a des gens qui font du dénivelé en allant sur les terrils ou en allant sur les monts qui sont aux alentours de Lille, mais qui ne dépassent pas les 150 mètres d'altitude environ. Donc compliqué de faire des longues montées, des longues descentes non-stop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais programmé dans mon entraînement, j'espérais faire dans mon entraînement des week-ends chocs, en allant dans les Alpes et en faisant par exemple 2 fois 40 ou 50 km dans les Alpes dans le week-end. Malheureusement, j'ai un agenda sportif qui a été un peu différent. J'ai fait 2 semaines de vélo, 2 semaines de vélo entrecoupées d'une semaine à Lille, qui m'ont fait prendre un peu de retard sur ma prépa de trail, et qui ont fait que en fait, je pense que ça aurait été trop tard de partir dans les Alpes 3 semaines avant la course pour m'entraîner. De ce fait, voilà, j'aborde l'UT4M avec l'expérience de l'ultra distance à vélo. Donc en fait, ce qui m'intéressait, si vous me suivez depuis quelques temps sur les réseaux, vous devez savoir qu'en ce moment, j'ai fait deux années complètes, on va dire, de pratique d'ultra distance à vélo, ce qu'on appelle communément l'ultra-cyclisme. Et en fait, l'ultra-distance à vélo, c'est quoi ? C'est des courses de, on va dire, 500, 1000, 2000, 3000 km en autonomie à peu près complète. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, et il n'y a pas d'étape pour nous dire tel jour, il faut s'arrêter à tel point. C'est-à-dire qu'on roule non-stop si on a envie. On s'occupe, on est indépendant par rapport au sommeil et à l'alimentation. Et voilà, moi j'ai fait 2 fois la Race Cross France sur le format 2500 km. La première année, j'ai mis 7 jours 17 heures pour faire 2500. La deuxième année, c'était en 2022. J'ai fait 2600 km en 7 jours et 3 heures à peu près. Donc voilà, l'ultra distance à vélo, c'est ça. C'est des journées de 300, 350 km. Voilà, il faut pédaler 15, 20, 22 heures par jour. Et j'ai quand même bien poncé ce format. C'est un format qui m'a énormément appris sur ma capacité à être en autonomie, à gérer mon effort jour et nuit. Et en fait, quand j'ai habité à Grenoble, j'ai vu l'apparition du T4M. J'ai beaucoup rêvé de cette course. Enfin, faire les 4 massifs autour de Grenoble, je les ai un peu fait en randonnée. Je sais ce que c'est. La Chartreuse, c'est magnifique. Le Vercors aussi. Beldon, c'est incroyable, mais c'est extrêmement dur, extrêmement technique. Et puis voilà, j'ai passé trop de temps à regarder cette course, Moi, j'ai la mauvaise habitude de m'inscrire à des courses qui me font rêver et à réfléchir ensuite. C'est ce que j'ai fait pour la Race Cross France notamment. Et puis aussi, j'adore les efforts longs. Du coup, moi, quand je vois une course, c'est la distance la plus longue qui m'attire. Et c'est pour ça que sur l'UT4M, il n'y avait qu'une distance qui m'attirait. C'était la plus belle, c'était le 170 km. Et voilà, je suis inscrit. Maintenant, j'ai envie de voir s'il y a des ponts qui se font entre l'ultra-distance à vélo et l'ultra-distance en trail, donc l'ultra-trail. Malgré tout, je sais que ça va être très très dur d'un point de vue musculaire, notamment sur les montées, mais également et surtout sur les descentes, parce que c'est vraiment en descente qu'on casse de la fibre musculaire.
Mais voilà, je suis inscrit. J'ai pas trop la possibilité de reculer maintenant. C'est dans pile un mois. Vraiment pile un mois, c'est passé à une vitesse folle. Je me suis pas entraîné comme j'ai pu, mais bon, voilà. Enfin bref, on fera peut-être un épisode plus complet sur les ponts qu'il y a entre ultra-cyclisme et ultra-trail, sur l'entraînement que j'ai pratiqué depuis le début de l'année, on va dire soit depuis l'automne, parce que ma prépa marathon de Paris, je l'ai un peu abordé, on va dire, à partir de l'automne, soit depuis janvier, pour faire un peu plus simple. Mais voilà, je reviens à nos moutons. La question du jour, c'est la suivante. Quel intérêt a pratiquer le régime cétogène en ultra-trail? C'est la suivante. Quel intérêt a pratiquer le régime cétogène en ultra-trail? Alors tout d'abord, si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu, peut-être que vous êtes déjà au fait de ce qu'est le régime cétogène. Je ferai également un épisode là-dessus. Oui, alors j'aurais pu commencer cette série de podcasts par la définition de régime cétogène. Comme vous avez peut-être compris, je ne fais pas grand-chose dans l'ordre. En 2 mots, le régime cétogène, c'est un changement d'alimentation qui exploite la capacité de l'organisme à brûler des matières grasses comme source d'énergie à la place des sucres et des glucides, et de ce fait de réguler au maximum sa glycémie. Pour faire très simple, si vous avez une alimentation du sportif, on va dire relativement classique, faite en grande majorité de glucides et de sucre, vous allez avaler, par exemple, avant votre séance, un stock de glucides. Donc ça peut être des pâtes, du pain, du riz, ça peut être des sodas, des barres énergétiques, des gels énergétiques, etc. Vous avalez ça, votre corps transforme tout ça et tous ces glucides en glucose qui vont être stockés dans vos muscles, dans votre foie et dans votre sang. Votre glycémie va monter et votre corps, lorsque vous allez aller courir, il va utiliser ce glycogène comme source d'énergie. Donc en fait, tant que vous allez manger des glucides, le corps ne va jamais taper dans ses réserves de matière grasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va préférer taper dans ses réserves, dans ses stocks de sucre, parce que c'est la réserve d'énergie la plus rapidement accessible par l'organisme. Et donc voilà. Vous partez par exemple pour 1 heure de trail. Enfin non, vous partez, disons, pour une sortie plus longue. Pour 3-4 heures de trail. Allez, c'est parti. En fait, vous allez commencer à courir avec des stocks de glucides et de glycogène qui seront hauts, qui seront remplis au max. Et du coup, avec une glycémie qui va être élevée. Cependant, en fait, vos réserves de glycogène, elles sont relativement restreintes. Parce que ces 3 réservoirs dont je vous ai parlé, dans le sucre, dans le foie et dans le... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Ces 3 réserves qui sont dans le sang, dans le foie et dans les muscles, elles sont relativement limitées. On parle d'à peu près 2000 calories. De ce fait, si vous partez pour un effort en trail, on parlait de 3 heures tout à l'heure, mais le thème de ce podcast est plutôt ultra trail, donc ça peut être 20-30 heures. En fait, vous allez produire un effort qui va demander de l'énergie. Cette énergie, c'est le glucose. Votre organisme va utiliser le glucose pour tous les besoins de votre organisme, que ce soit à la fois musculaire, à la fois cardiaque, donc augmenter votre fréquence cardiaque, etc., créer de la chaleur. Et rapidement, au bout de 1-2 heures, en fait, vos stocks de sucre, ils vont baisser. C'est-à-dire que vos stocks de sucre vont baisser et votre glycémie va baisser. Parce que, également, lorsque votre glycémie est trop haute, votre organisme il a un mécanisme de régulation de la glycémie via une hormone qui s'appelle l'insuline, qui a pour but de stabiliser votre glycémie et de la faire redescendre à des niveaux normaux, puisque l'organisme n'aime pas forcément avoir une glycémie trop haute. Du coup, je résume. Vous mangez du sucre,
votre organisme va sécréter de l'insuline. Parallèlement, vos muscles vont avoir besoin de sucre. Du coup, vos réserves de sucre dans tout ça vont baisser et votre glycémie va baisser. Et là, elle va atteindre des niveaux qui vont être un petit peu critiques. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ressentir les sensations de fringales, de faim, plus beaucoup d'énergie, la vue qui se trouble, vous pouvez même avoir froid alors qu'il fait chaud, des tremblements, des vertiges, etc. Tout ça, ce sont des signes d'alerte qui vous disent attention, mais ma glycémie est basse, il faut que tu refasses les stocks. Et là, vous sortez de votre sac où vous allez au ravitaillement, vous mangez une banane, vous mangez des pains d'épices, vous buvez un verre de coca, etc. Vous refaites vos stocks de glucides, votre glycémie remonte. Donc là, votre glycémie est au plus haut, très bien, vous retrouvez un peu d'énergie, etc. Sauf que rebelote, 2 heures plus tard, ça va être les mêmes sensations, votre glycémie va baisser à nouveau. Vous allez devoir manger, votre glycémie va monter, votre glycémie va rebaisser 2 heures plus tard, etc. Donc, ce que je vous explique là, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, on va dire, sur vos efforts longs. C'est que sur des efforts longs, votre glycémie fait que faire le yo-yo en alternant valeur haute, valeur basse, valeur haute, valeur basse. Et vos sensations pendant la course vont être vraiment pareilles. Il y a un deuxième point qui est très important à comprendre, et c'est là que vous allez comprendre l'intérêt du régime cétogène juste ensuite, c'est que il y a un grand risque de saturer votre organisme en sucre. Je m'explique. Votre organisme ne peut pas tolérer plus d'une certaine quantité de sucre par heure d'effort. Si vous passez au-delà de cette quantité de sucre, alors elle est variable selon les individus, mais on parle en général d'une quantité de 70 grammes de glucides à 100 grammes de glucides, grosso modo, par heure d'effort. Si vous partez pour un ultra trail dont la durée va se situer entre 20 et 35 ou 40 heures d'effort, et que vous avez besoin de 80 grammes de sucre par heure d'effort, eh ben, si vous mangez 80 grammes de sucre par heure d'effort pendant 20 heures, ça vous fait, alors en petit calcul de tête, ça vous fait, si je dis pas de bêtises, plusieurs kilos de sucre blanc ingéré pendant la course. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous prenez 1 kilo de sucre de table, vous prenez 2-3 kilos, vous mettez ça dans votre gilet trail, vous vous dites, pendant toute la course, au final, je vais avoir avalé 2 kilos de sucre. En fait, ça fait des quantités vraiment immenses. Et si votre organisme a besoin de plus que ces 80 grammes de sucre par heure d'effort, mais que vous êtes limité à 80 grammes de sucre par heure d'effort, eh ben vous comprenez bien que vous êtes en déficit énergétique. Et ça, d'être en déficit énergétique par rapport aux besoins qu'a votre muscle pour avancer, pour gravir tous ces kilomètres de trail, eh ben on s'imagine bien que ça va être compliqué et qu'il y a un moment dans la course où votre organisme va dire stop, j'ai besoin d'énergie, tu peux pas me l'apporter. Donc ça peut être assez problématique. Je me permets de boire un petit coup. Maintenant, cas numéro 2, vous vous rendez compte que vos muscles ont besoin de, admettons, 120, 130 grammes de sucre par heure d'effort, enfin sans calculer, mais à l'instinct, vous mangez à tous les ravitaux parce que vous avez l'impression que vous mangez ce qu'il faut à votre organisme. Et si vous dépassez trop longtemps le seuil d'acceptabilité qu'a votre organisme de tolérer une certaine quantité de glucides et de sucre, et ben en fait, vous allez saturer votre organisme en sucre, et là, votre système digestif ne va plus être en capacité de digérer tous ces sucres, et là, il va dire stop. Là, il va clairement dire stop. Et en fait, sur les efforts de 2-3 heures, ça peut très bien passer. Par contre, je pense que si vous êtes un petit peu dans le milieu de la très longue distance, des efforts de plus de 10 heures, vous devez savoir que les troubles digestifs, c'est une des
une des premières causes d'abandon. Il y a une étude qui a été faite sur une des courses de l'UTMB, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus l'équipe de scientifiques qui l'ont menée, mais qui montrait que environ un tiers des abandons lors de ces courses en ultra-trail, c'était les troubles digestifs. Donc à égalité avec les problèmes musculaires ou les accidents, etc., les troubles digestifs, c'était parmi les plus grosses causes d'abandon. Donc en fait, là, je viens de vous expliquer les problématiques qu'il y a d'un point de vue de l'alimentation sur des efforts de très longue distance, qui sont les problèmes digestifs, qui sont l'incapacité de l'organisme à avaler autant de sucre sur des telles durées de temps, sur des telles durées de temps, donc comme je disais, excusez-moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? En fait, si on reste sur une approche utilisation uniquement des glucides et des sucres comme carburant, et en fait, on se heurte à un mur, on flirte vraiment avec cette limite qui est de 80 grammes de glucides par heure. Donc, si on flirte trop longtemps avec cette limite, on s'expose donc à des risques de problèmes digestifs, d'autant plus que comparé au vélo, le trail, c'est un sport à impact. Vous devez savoir très bien que essayer de beaucoup manger, essayer de digérer pendant un effort en course à pied avec tous les impacts, c'est compliqué puisqu'en fait, lorsque vous digérez, votre organisme a besoin de sang, enfin votre estomac a besoin de sang, du coup votre organisme rapatrie le sang dans l'estomac pour digérer et c'est du sang que vous avez en moins dans les muscles pour votre effort physique. Maintenant, on passe au cétogène, le fameux cétogène. Je vous expliquerai donc plus précisément ce que c'est le cétogène, ou si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon site internet lowcarbfriendship.com. Je vous mets le lien en description. Vous avez des dizaines d'articles qui vous expliquent le pourquoi, du comment. Mais très rapidement, si vous êtes en mode cétogène, votre organisme est en mode brûleur de gras. C'est-à-dire concrètement, je vous ai parlé des réserves d'énergie qui sont limitées à 2000 calories en glucides et en glycogène, votre organisme. Si vous passez en mode brûleur de gras, admettons que vous avez 10% de matière grasse en vous, ça représente un stock de, on va dire, 5 ou 10 kilos de matière grasse qui sont potentiellement utilisables pour votre organisme pour courir. Donc, l'UT4M, l'UTMB, vous pouvez le faire théoriquement uniquement en mode brûleur de gras. Je vous expliquerai plus précisément dans un autre épisode, comme je vous disais, comment devenir une machine à brûler du gras grâce au régime cétogène. Mais pour faire simple, si vous êtes en mode brûleur de gras, en fait, votre organisme va transformer les matières grasses en source d'énergie, en transformant donc les matières grasses en molécules qu'on appelle des corps cétoniques. Et en fait, c'est ces fameux corps cétoniques qui ont donné le nom au régime cétogène. Et ces corps cétoniques vont apporter toute l'énergie requise pour le cerveau, pour les muscles, pour tout l'organisme. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que moi, je l'ai expérimenté sur des efforts très longs, en mode très peu de glucides, notamment, comme je vous disais, en ultracyclisme, etc. Et en fait, j'ai notamment fait des longues distances. J'ai fait la RAF, la Race Across France, l'année dernière avec un capteur Super Sapiens sur le bras qui me permettait d'analyser ma glycémie en direct. Et en fait, je me suis aperçu, je vous mettrai un article sur mon site internet, il faut que je le termine, mais j'ai un article en cours là-dessus. Je me suis aperçu que même en consommant très peu de glucides, en fait, mon organisme était en mode brûleur de gras et ma glycémie était quasiment stable, et ce, même avec
20, 50, 100 grammes de glucides par jour et non par heure. Donc, quand je vous parle de 50 ou 100 grammes de glucides par jour, vous vous apercevez bien que si on divise ça par heure, ça fait genre 5 grammes de glucides par heure. Et en fait, ça, c'est un immense avantage parce que si vous brûlez des matières grasses pendant l'effort, c'est ça en moins de glucides dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire que vous allez brûler des matières grasses et votre organisme va avoir besoin de moins de sucre puisque votre glycémie va être stable. Si votre glycémie baisse un tout petit peu, ça va être à des échelles de temps qui seront beaucoup plus longues et ça va être avec une pente qui sera beaucoup plus basse. Dans ce cas, si vous êtes vraiment bien céto-adapté, c'est-à-dire que si vous avez été en mode cétogène depuis plusieurs mois, il est possible que pendant la course, vous allez pouvoir passer sur une alimentation qui va être assez mixte, glucides et aliments pauvres en glucides. Et là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes et c'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Ça fera également l'objet d'un prochain podcast. Donc, si je résume très rapidement, si vous passez en mode cétogène, vous allez vraiment plus flirter avec cette limite de 80 grammes de glucides par heure et vous allez quasiment éliminer les risques de troubles digestifs. Donc, si vous avez expérimenté les problématiques de troubles digestifs sur vos efforts longs, et ben vous allez pouvoir dire quasiment adieu aux troubles digestifs parce que vous allez beaucoup moins avoir besoin de manger pendant l'effort. Également, le deuxième avantage du régime cétogène pour l'ultra trail, c'est vraiment la régulation de la glycémie et le fait de faire disparaître le risque d'hypoglycémie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fou, assez incroyable, parce que clairement, l'hypoglycémie, c'est quelque chose qui peut vous plaquer au sol, qui peut vous faire abandonner un ultra, ou vous faire perdre des heures et des heures en mode j'ai plus d'énergie, je suis coincé sur mon pauvre sentier, les ravitaux ils sont dans 3 km ou dans 3 heures, je ne sais pas, et je peux plus avancer, il me faut du sucre. Je vous raconterai des anecdotes, mais clairement quand j'étais pas en mode cétogène, j'ai eu des hypoglycémies à vélo où finalement j'étais cloué au sol, je redescendais mon col et je dévalisais une boulangerie à coup de 3 sodas, 3 pâtisseries, mais après quand je mangeais ça, j'étais saturé de sucre et pour rentrer chez moi, c'était vraiment infernal. Donc ça, l'absence d'hypoglycémie parce que votre glycémie est vraiment stable, parce que votre organisme brûle des matières grasses, ça c'est incomparable aussi comme sensation de liberté que ça va vous procurer. Donc ça, c'est vraiment les deux intérêts principaux à passer en mode cétogène pour l'ultra trail. Et un dernier point avant de conclure ce podcast, c'est que le régime cétogène, il se pratique, il a un vrai intérêt pour des efforts qui sont pratiqués à basse intensité. Et si vous partez pour un trail de 20-30 heures, et bien en fait, vous allez pratiquer à basse intensité, vous êtes obligé parce que votre cœur ne peut pas battre plus haut que de raison si c'est pour des efforts de 30 heures qui sont globalement des efforts d'alternance, marche, course, mais pratiqués à basse intensité. Pourquoi ? D'un point de vue physiologique, je vous expliquerai également ça pendant un autre épisode. Mais en fait, si vous êtes à haute intensité, votre organisme préfère brûler du sucre. Si vous êtes à basse intensité, votre organisme va être plus apte à brûler des matières grasses. C'est pour ça que je conseille, quand on se lance dans le régime cétogène, et notamment lors de la phase de céto-adaptation, qui est une phase vraiment cruciale dans l'aventure, de réduire l'intensité de son entraînement, d'oublier pendant quelques semaines ou pour les 1 ou 2 premiers mois les efforts intenses, les fractionnés, etc. Et puisque le cétogène, il est vraiment adapté aux efforts longs et que l'ultra trail, vous le pratiquez dans des zones d'intensité qui sont très basses, et ben c'est bingo, ça colle vraiment parfaitement. Et c'est le troisième argument qui fait que le régime cétogène, c'est vraiment trop bien pour l'ultra trail.
Ça, c'est la théorie, c'est ce que j'ai pratiqué en ultracyclisme. Les efforts super longs, c'est parfait en mode cétogène parce que vous êtes en mode diesel, vous êtes en mode effort long et lent, et votre organisme adore brûler des matières grasses dans ces zones d'intensité. Dans les prochains épisodes, on parlera plus précisément de ce que c'est le régime cétogène, de ce qu'est la cétodadaptation, comment opérer une transition réussie. Je vous ferai un petit débrief de comment je me suis entraîné en ultra-trail notamment. Bref, plein de sujets passionnants à traiter. Alors d'un point de vue du rythme de sortie du podcast, je ne préfère pas m'avancer sur un rythme que je ne sais pas encore ce que j'arriverai à tenir d'un point de vue du rythme de la sortie des podcasts. Toujours est-il que je vais essayer d'être le plus régulier possible. Et voilà, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode, et on se dit à la prochaine, les amis.